Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Dans le Tracker Talk de cette semaine, nous allons faire un tour de l'actualité des marchés, une actualité dominée par les craintes entourant certaines valeurs liées à l'intelligence artificielle. On sent que de Wall Street au marché européen, en passant par l'Asie, les investisseurs se posent de plus en plus de questions sur la valorisation des grandes capitalisations technologiques. Dans l'épisode de cette semaine, nous allons tenter de comprendre pourquoi les grands noms de la tech attisent la méfiance dans le contexte actuel. Nous allons aussi nous arrêter un instant sur le très riche programme du salon Finance Avenue que le journal L'Écho organise chaque année. L'édition 2025 aura lieu ce samedi 15 novembre et l'équipe de votre podcast préféré sera une nouvelle fois présente pour y enregistrer une émission en public. Nous mettons dans les notes de cet épisode toutes les infos pour réserver gratuitement votre place. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Pour parler avec moi aujourd'hui de l'actualité financière, nous avons réuni autour de nos micros Bruno Ravescott et Charles Régnier du journal L'Écho, ainsi que Yuri Huygen de la revue L'Investisseur. Messieurs, bonjour. Bonjour Salim. Bonjour Salim. Et pour bien démarrer notre talk de la semaine, je vous propose d'entendre Maxime Samin, le journaliste tech de la rédaction de L'Écho. Il était l'invité du brief spécial de la semaine dernière, consacré justement à l'intelligence artificielle et dans lequel, Charles, tu avais participé. On écoute Maxime Samin. Pour moi, vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de redonner du sens, que ce soit humain, éthique ou environnemental, à la révolution qu'on est en train de vivre, parce que clairement, c'est une révolution, ça on peut pas le nier. Parce que même si on veut courir après une sorte de machine parfaite qui serait aussi bien que nous, même mieux que nous, qui ferait les choses à notre place, la seule intelligence qui est vraiment irremplaçable et dont on a vraiment besoin, c'est juste la nôtre, en fait. Donc je suis un peu inquiet face à l'emballement autour de la superintelligence, je vous avoue. Alors on entend de l'inquiétude, il y a aussi de l'inquiétude sur les marchés quand on voit que certaines actions IA sont en train de perdre un petit peu de leur superbe. Alors est-ce que c'est la panique à Wall Street ? Charles, on a vu de grands noms se mettre en difficulté ces derniers jours. Alors panique, moi personnellement, j'irai pas encore jusque-là, mais en tout cas clairement il y a eu un net mouvement de recul sur certaines des grandes valeurs technologiques qui ont fait la pluie et le beau temps ces dernières années à Wall Street, comme tu l'as dit. Après, il faut quand même rappeler que par exemple un groupe comme Nvidia avait franchi les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière la semaine dernière. C'était la première société à avoir franchi ce cap. Un groupe comme Microsoft par exemple, lui, avait franchi les 4 000 milliards. Donc il y avait quand même un emballement, une très grande forme de toute une série de valeurs technologiques ces dernières semaines. Et aujourd'hui, voilà, il y a plus un mouvement de recul. Ce mouvement de recul, alors, il s'explique par certains commentaires de la part d'experts à Wall Street qui étaient plus pessimistes, par aussi, la semaine dernière, c'était les résultats de la Big Tech. Voilà, il y a quand même une inquiétude qui est en fait présente un peu depuis le début, en fait, presque depuis la création le lancement en tout cas de ChatGPT il y a 3 ans par rapport à un surinvestissement de la Big Tech américaine dans l'IA. Cette Big Tech a dévoilé ses résultats. Et en plus de ça, tu as un groupe comme Palantir qui lui aussi a dévoilé des résultats qui étaient certes solides, mais qui est venu rappeler un peu à Wall Street toutes les inquiétudes par rapport à des valorisations parfois excessives de la part de certains acteurs. Bref, toute cette espèce de melting pot conjugué fait que voilà, aujourd'hui, il y a un mouvement de recul de la part de certaines valeurs de la tech. Après, de nouveau, c'est pas une première. Voilà, ça fait 3 ans, on voit parfois il y a des mouvements de recul, il y en a eu des plus prononcés. La grande question, c'est est-ce que ça va s'inscrire dans le temps ou pas ? De la part de certains analystes ou experts, on a quand même l'air d'un peu remettre ça en question. Voilà, on n'est pas là en train de non plus dire que c'est l'explosion d'une bulle. Seul l'avenir nous le dira si c'est le cas. Mais oui, clairement, il y a un peu des doutes qui sont présents depuis le début et qui reviennent un peu sur le devant de la scène, cette semaine. Et justement, en parlant de bulle, Bruno, tu as signé un édito qui se posait la question, est-ce qu'il y a une bulle ou pas autour de l'IA ? Alors, bulle ou pas bulle ? En fait, je suis resté sur la question, c'est-à-dire que pour y répondre, c'est difficile dans le sens où ça se vérifie généralement dans le rétroviseur. Une bulle, on en reconnaît l'existence finalement qu'une seule fois qu'elle a éclaté pour de bon, ce qui n'est donc pas ici encore le cas. Et effectivement, les avis divergent très fortement dans le sens où, comme l'a dit Charles, les valorisations, oui, sont assez élevées, mais elles ne sont peut-être pas aussi exorbitantes que ça d'une manière relative en fonction des différents acteurs. Alors oui, c'est vrai, Palantir, c'est plus de 250 fois les bénéfices estimés sur les 12 prochains mois, c'est énorme.
Mais pour les Magnificent Seven et pour Nvidia en particulier, on a un ratio de 30. Pour une société de croissance comme ces sociétés-là, c'est pas si élevé que ça. Pour donner une idée, en général, on tourne avec des valorisations de 15 à 20 fois les bénéfices attendus pour la plupart des sociétés du S&P 500. Par rapport à Palantir, il y avait un petit chiffre qui m'a quand même fait tiquer, c'est que donc du coup pour l'ensemble de l'année 2025, ils visent un chiffre d'affaires d'un peu plus de 4,4 milliards de dollars. Aujourd'hui, la société, elle pèse toujours bien plus de 400 milliards de dollars en bourse. Donc ça donne un peu l'idée de à quel point la valorisation, maintenant, elle est un peu déconnectée quand même de ses fondamentaux, même avec la chute actuelle encore. Donc ça, c'est quand même quelque chose, je pense, qu'il faut prendre en considération, et on peut pas non plus partir du principe que tous les membres de la Big Tech américaine sont allogés sous la même enseigne qu'un groupe comme Palantir, par exemple. Il faudra voir évidemment ce que tous ces investissements, dans quelle mesure est-ce qu'ils rapportent de l'argent et qu'ils se transmettent en profit dans les résultats. Jusqu'ici, c'est vrai que la grimpette des Magnificent Seven et en particulier d'Nvidia, elle repose quand même sur des fondamentaux solides. Ce sont quand même des résultats qui sont à chaque fois tout aussi impressionnants que le gonflement de la capitalisation boursière. Et alors, il y a des mouvements qui sont appuyés parce que on est aussi à des sommets sur pas mal de marchés, sur pas mal d'actifs. On l'a vu avec la crypto-monnaie notamment. Mais on voit aussi que quand ça chute très fort, en cours de séance, ça remonte parfois aussi très fort. Et on se pose aussi cette question de cette stratégie du buy the dip, donc acheter quand ça baisse, refaire le plein quand ça baisse. Est-ce que selon vous, c'est quand même une stratégie qui est toujours valable dans le contexte actuel ? Alors moi je dirais que dans un premier temps, en fait, on parle souvent de l'expression quitter le marché au mois de mai et revenez surtout au mois de septembre. Alors je dois avouer que pour le marché européen, si vous aviez vendu au mois de mai et que vous étiez revenu au mois de septembre, vous auriez fait une bonne opération parce que le marché européen n'a rien fait sur 4-5 mois. Par contre, c'est vrai que si vous aviez vendu toutes vos valeurs Big Tech au mois de mai, vous aurez raté une hausse d'environ 20 à 25%. Donc acheter les replis, cela semble éventuellement possible pour les entreprises européennes. Acheter de dip aux États-Unis est à mes yeux un peu plus difficile parce que bon, toutes ces valeurs ont tellement grimpé que je commencerai tout doucement à être prudent avec l'achat de ces valeurs. Mais il y a assurément encore beaucoup d'opportunités en Europe. Moi, je pense que buy the dip, ça dépend un peu en fait. Pour moi, en fait, tout est une question de fondamentaux concrètement. Donc, il faut faire du cas par cas. Si tu estimes que par exemple l'entreprise est sous-valorisée, alors oui, buy the dip. Donc, prenons un cas concret. Si par exemple, tu vois qu'une société a été énormément vendue, mais que tu vois que fondamentalement, elle a une grande croissance des bénéfices, qu'elle a des catalyseurs à long terme qui sont encore solides, alors oui, buy the dip. Et ça sera à chaque investisseur de déterminer à quel moment elle est sous-valorisée, mais il y a quand même certains indicateurs qui permettent de le déterminer. Et alors là, oui, tu peux buy the dip parce que tu pars du principe qu'en fait, le marché a trop vendu, qu'il a sous-estimé l'entreprise et que tu vois qu'il y a des catalyseurs à long terme qui sont encore solides et qu'en fait tu pars du principe que la valorisation de l'entreprise sera plus importante dans 1 ou 2 ans. Après, si l'idée de buy the dip, c'est juste l'idée de dire ok, une société a énormément chuté en bourse, elle a été énormément vendue, alors je vais acheter. Et on peut voir qu'il y a certaines sociétés qui se comportent quand même comme ça. Il y a certaines valeurs qui sont très populaires sur Reddit par exemple, où plein d'autres personnes viennent acheter une société en même temps pour faire augmenter sa valorisation, mais c'est pas basé nécessairement sur des fondamentaux. C'est une stratégie qui parfois s'avère payante. Je ne dis pas que c'est pas payant, mais par contre c'est toujours plus risqué parce que tu ne te bases pas sur la potentiel de croissance d'une entreprise. C'est sur quoi tu te bases, c'est sur le principe que des personnes vont faire comme toi. Et donc là, c'est un pari qui pour moi est toujours plus spéculatif. De nouveau, je ne dis pas que c'est jamais payant, mais c'est plus spéculatif parce que en fait, ce sur quoi tu paries, c'est sur la psychologie d'autres investisseurs, quoi. Ce qui pour moi, faire que du momentum, c'est quand même toujours plus risqué. Après, de nouveau, si tu considères qu'une société a des fondamentaux solides, que les croissances, au bout du compte, c'est ce qui va en fait justifier l'augmentation d'une valorisation, c'est la croissance des bénéfices, alors là, pour moi, tu peux bien évidemment buy the dip. La vraie difficulté, c'est que la stratégie buy the dip, elle se confronte à un adage qui est quand même assez connu, c'est qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe. Et donc, tout est une question de timing. Est-ce qu'on est sur le bon timing ou est-ce qu'on n'a pas encore touché le dip? Donc, ça, c'est évidemment la difficulté. Maintenant, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que depuis le fameux creux du Liberation Day, dans la foulée là, des tarifs douaniers réciproques qu'avait annoncé Donald Trump, à chaque creux,
à chaque baisse, plutôt, les marchés ont récupéré et sont remontés plus haut. Donc, il faut le dire, cette stratégie jusqu'ici, en tout cas, depuis avril jusqu'à aujourd'hui, s'est révélée plutôt payante. Et alors, pour terminer cette partie, on sent que c'est la fin de la saison des résultats. La semaine dernière, il y a pas mal d'entreprises belges qui étaient au rendez-vous. Il y a eu pas mal de belles gamelles à la Bourse de Bruxelles, avec notamment Proximus, Solvay, Bipost, dont les résultats ont été moyennement appréciés par les investisseurs. Yuri, est-ce qu'il y a quand même eu de bonnes surprises dans les bulletins trimestriels ? Alors moi, je voudrais surtout revenir sur les chiffres trimestriels d'Engie. Charles et Bruno ont surtout parlé ici donc de valeurs big tech, donc présentes donc dans l'intelligence artificielle. Alors il faut bien comprendre que toutes ces grosses entreprises ont besoin de centres de données. Naturellement, chaque tweet qui est envoyé, chaque recherche sur ChatGPT est synonyme donc de coût en énergie, quoi. Donc et donc il y a un chiffre qui a été publié il y a pas si longtemps qui disait que les centres de données, donc au niveau mondial, verraient donc la consommation d'énergie tripler d'ici 2035. Donc il faut de nouveau créer à la limite des centrales nucléaires, produire naturellement encore des éoliennes. Il faut donc de l'énergie solaire. Un titre comme Engie permet naturellement de jouer cette carte-là. Donc Engie est un producteur d'énergie verte, donc surtout présent dans l'énergie éolienne, mais aussi l'énergie solaire. Et donc la société en fait a publié des résultats qui étaient, on va dire, en baisse par rapport à l'année passée. Mais il est vrai que depuis, en fait, il faut savoir que Engie est également donc propriétaire des centrales nucléaires belges, dont une a déjà été fermée et dont 2 autres sont en maintenance. Mais si on ne tient pas compte justement de ces centrales nucléaires belges, les résultats d'Engie sont très bons. Et donc, on parle d'un bénéfice proche de 2 € pour l'année 2025. Alors, lorsque l'on sait que Engie se négocie à environ 20-21 €, on ne paye que 10 fois le bénéfice attendu pour Engie, alors que des grosses valeurs big tech se négocient parfois 30-40 fois le bénéfice. Je regardais, en fait, hier aussi le graphique, en fait, de RWE, qui est donc le pendant allemand d'Engie. Et en fait, RWE est également actif dans l'énergie éolienne et solaire. Et le seul gros souci, au fait, de RWE, c'est surtout sa présence aux États-Unis. Clairement, Donald Trump avait dit au début de son mandat qu'il était vraiment contre l'énergie verte. Et donc, on avait vu RWE d'abord fortement chuter. Mais j'invite chaque auditeur, en fait, à regarder comment RWE a évolué ces 4 derniers mois. C'est impressionnant. C'est même une progression plus forte que les big tech. Donc, je pense que si on veut encore jouer la carte de l'IA avec des valeurs, on va dire, indirectes, je pense que les valeurs de l'énergie ont sûrement leur place dans un portefeuille. Oui, on a vu aussi la semaine dernière VGP qui a aussi joué, donc VGP, société immobilière. Voilà, donc d'autres sociétés immobilières qui profitent justement donc de ces centres de données, quoi, donc qu'il faut quand même installer donc dans des grands entrepôts, quoi, donc et Montea en Belgique également donc en profite aussi. Ça montre à quel point, en fait, la thématique de l'IA s'élargit davantage aux grands acteurs qu'on connaît de Wall Street, et ça commence à toucher toute une série de secteurs, que ce soit l'industrie, l'immobilier, l'énergie, et sans doute encore bien d'autres par après, puisqu'il y aura des applications évidemment dans tous les secteurs à peu près de l'intelligence artificielle. Oui, en fait, on est vraiment dans le développement de l'infrastructure d'IA, donc toute une série de sociétés qui sont exposées à ce développement de l'infrastructure, bien évidemment, sont bien placées pour en bénéficier. On a cité Engie, par exemple, aux États-Unis, tu avais des sociétés comme Vistra qui ont déjà été épinglées plusieurs fois, mais aussi des sociétés, par exemple, qui font du cooling pour data centers comme Vertiv Holdings. Donc, bien évidemment, on regrette souvent l'absence de grands champions technologiques en Europe ou le fait qu'on en ait moins qu'aux États-Unis. Par contre, au niveau de l'infrastructure et d'énergie, là, on a quand même aussi quelques bons noms, quoi. Comme je vous le disais dans l'introduction du podcast, nous organisons ce samedi 15 novembre le salon Finance Avenue à Tourette Taxi. Il s'agit du plus grand salon belge dédié à l'investissement et aux finances personnelles. Comme chaque année,
La rédaction de l'Écho et celle de l'Investisseur organisent des rencontres, des débats, des conférences et des ateliers autour des grandes questions qui agitent les investisseurs. Alors Bruno, en tant que news manager du service Investir à la rédaction de l'Écho, ça turbine pas mal actuellement pour préparer ce salon. Qu'est-ce que les investisseurs qui nous écoutent ou ceux qui n'investissent pas mais qui nous écoutent aussi peuvent trouver dans ce salon? Et toi, qu'est-ce que tu vas proposer au public? Il y a une quantité de débats, outre les exposants évidemment. Il y a des débats qui sont animés, que ça soit par les journalistes, analystes de l'investisseur, mais aussi de l'Écho et du Tate. Ici à l'Écho, on a une série de débats, on va en parler plusieurs. Moi, j'aurai l'occasion de modérer un débat sur la bourse de Bruxelles avec l'indice BEL 20 qui se porte plutôt bien cette année. Il y aura deux interlocuteurs, notamment Aurélien Debeau de Belfus Asset Management qui gère en fait l'un des plus grands fonds d'action belge, et il y aura aussi Frédéric Dejambes qui est responsable de la stratégie d'investissement chez ING. Tous les deux nous parlerons donc de la bourse de Bruxelles et peut-être des catalyseurs, des prochains catalyseurs. Et petit spoiler ici, il sera notamment question peut-être des différentes possibilités de l'IA pour les actions belges. On a parlé de VGP ici il y a un instant, mais il y en a d'autres. Et dans la bourse de Bruxelles, on sait, c'est une place où les holdings sont présents en nombre. Toi, Yuri, tu animes justement une conférence sur les holdings. Oui, en fait j'avais le choix, donc soit c'était animer donc une conférence sur les CIR que je suis tout particulièrement, mais donc il a été décidé de parler des holdings. Alors c'est vrai qu'à l'investisseur nous suivons 35 holdings, donc ça représente environ 10% de toutes les valeurs que nous suivons. Alors, ce que moi je veux surtout apporter donc lors de cette présentation, c'est le fait que c'est un segment assez disparate, donc difficile de comparer Quest for Growth par exemple, qui ne pèse même pas 100 millions d'euros, avec un holding comme Berkshire Hathaway qui a atteint la barre des 1000 milliards de valorisation boursière. Alors, ce que moi je veux surtout faire, c'est simplement mettre l'accent sur 3 sous-segments. Donc, je vais parler naturellement des mono-holdings, donc les holdings qui ne possèdent qu'une seule participation. Comme financière de Tubis pour voilà, UCB, ou des valeurs comme KBC Ancora. Je parlerai notamment donc des holdings purs qui en fait ne font que détenir des participations, et donc là on parle de valeurs comme Sofina et autres. Et je vais surtout parler en fait d'un troisième type en fait de holding qui sont donc les sociétés d'investissement. Et donc ça, ce sont des sociétés en fait qui détiennent en fait des participations soit de contrôle ou bien des participations, on va dire, de minimum 30%. Donc ce sont des valeurs comme Ackermans et Van Aren ou des valeurs comme Compagnie du Bois Sauvage, Altrust aux Pays-Bas. Donc ce sont des entreprises qui prennent justement donc des grosses participations et qui ont en fin de compte tout à dire dans les sociétés qu'elles détiennent. Et généralement, je trouve que ce sont des sociétés qui performent mieux que les simples holdings purs, quoi. Donc, et donc, je pense que si je dois citer 2 ou 3 tuyaux lors de ma présentation, ce seront surtout des valeurs donc qui sont reprises donc dans les sociétés d'investissement. Et en parlant de tuyaux, il y a un débat qui est très attendu aussi, c'est le débat qui clôture ce salon, on appelle le débat des stratégistes, où tu seras un des 4 invités, où des analystes, des stratégistes donnent un peu leurs 5 actions chouchous pour l'année 2026. Sans nous donner les 5, est-ce que tu peux un petit peu donner envie à nos auditeurs de participer à ce salon en révélant peut-être une action ? Alors, il est vrai que lors de ce débat, on parlera notamment du succès de l'intelligence artificielle, ça c'est très clair. Je pense aussi que nous reviendrons donc sur les marchés émergents, donc qui se sont bien redressés aussi, surtout en Asie. À la fin du débat, on est effectivement censé donner nos 5 noms. Alors, il faut savoir qu'à l'investisseur, nous avons réalisé un dernier ordre d'achat. Donc, à l'investisseur, nous avons un portefeuille d'une 30aine de lignes. Et la dernière ligne que nous avons achetée est Sofina. Donc d'office, ce sera donc un de mes 5 choix lors de ce débat. Alors c'est aussi l'occasion pour les investisseurs particuliers de rencontrer des membres de ces sociétés cotées en bourse. Il y a pas mal de CFO qui sont là. Il y a pas mal de gens liés à ces sociétés cotées qui seront présents et accessibles aussi à ce salon. Il y aura aussi le patron d'Argenix qui sera présent au débat. Charles, toi aussi tu seras à l'œuvre au salon. Quel sera l'intitulé de ton débat et qui seront tes invités ?
Alors moi, très original, je fais un débat sur l'intelligence artificielle. Ah ouais. Là, c'est un peu la question du moment, comme on l'a compris. Et donc du coup, l'intitulé exact de mon débat, c'est assiste-t-on à une redistribution des cartes en bourse? Alors pour être honnête, c'est un peu un titre prétexte. En fait, les questions qu'on va aborder seront en fait beaucoup plus larges. Donc voilà, donc ce sera bien évidemment quels sont les vainqueurs de l'IA pour le moment. Est-ce qu'on a réellement vu une redistribution des cartes? Est-ce que le thème en fait s'étend en bourse de manière générale? Quelles sont les opportunités aujourd'hui ou demain, les grands thèmes de demain, les grands vainqueurs de demain, avec différents grands mouvements au sein de l'IA de manière générale. On pense notamment à la robotique. Mais aussi, quid de l'Europe? Est-ce que l'Europe, elle est en retard? Est-ce qu'elle n'est pas en retard? Quid de la Chine? Mais aussi, bien évidemment, la question à 1000 milliards de dollars. Voilà. Est-ce qu'on est face à une bulle ou pas? Donc, toutes ces questions seront en fait abordées pendant ce débat de 45 minutes. On aura vraiment le temps d'aller dans les moindres détails. Et mes deux invités sont Olivier Hardy, du coup, qui est analyste financier chez Lele Associated Brokers, et aussi Jérôme van der Bruggen, du coup, qui est Chief Market Strategist chez Degroof Petercam. Ok, et donc nous, à Tracker, on enregistrera en public une émission avec le stratégiste de ces Pictet que vous connaissez très bien, Christopher Dembik, et aussi Mathias Bacchino, qui est le CEO européen pour Trade Republic. Alors vous le savez, on dit souvent que quand on entend parler d'une idée d'investissement chez son coiffeur ou à la boulangerie, c'est qu'il est trop tard ou que c'est une mauvaise idée, voire que c'est une bulle. Comme la dernière fois que nous nous sommes vus à 4, on va quelque peu retourner la question. Quel actif, quelle idée de placement ou quelle thématique d'investissement n'a-t-on pas entendu chez son coiffeur ou à la boulangerie cette semaine? Je rappelle surtout que ce sont des avis et des observations que nous partageons avec vous et donc en aucune manière un conseil en investissement. Alors qui veut se lancer? Moi, je pensais surtout donc à un groupe néerlandais, donc à Flow Traders, avec comme ticker Flow. Flow Trader est un fournisseur de liquidités. Donc, qu'est-ce qu'ils font en fait? Donc, sur les ETF, ils affichent constamment des cours d'achat et de vente. Et donc, ce qui fait que lorsque la volatilité augmente, ces spreads donc ces différentiels entre le cours d'achat et le cours acheteur et le cours vendeur augmentent. C'est un groupe qui va profiter naturellement d'une volatilité sur les marchés. Alors, il faut dire que ces dernières semaines et mois, la volatilité aura été relativement faible. Et c'est vrai que les résultats affichés par Flow Traders au cours du dernier trimestre n'étaient pas terribles. Mais je vais simplement prendre un chiffre. Lors de l'année Covid, Flow Traders a réalisé un bénéfice de 10 € par action, alors que l'action aujourd'hui cote environ une vingtaine d'euros. Donc on parlerait ici d'un ratio cours-bénéfice de 2 si les marchés devaient connaître une volatilité aussi élevée qu'en 2020. Ces dernières semaines ont été relativement calmes et donc nous on part du principe à l'investisseur que cette volatilité pourrait naturellement augmenter au cours des prochaines semaines. Alors c'est vrai que sur les 9 premiers mois, Flow Traders a déjà donc généré un bénéfice d'environ 2,7 € par action. Donc, ça veut dire qu'on est actuellement à des ratios cours-bénéfice d'environ 9, donc ce qui est quand même relativement faible pour ce genre de valeur. Et donc, ce que nous, on attend simplement, si le fameux indice de la peur, donc l'indice VIX, dépasse la barre des 20, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, actuellement, on tourne aux alentours de 17-18. Mais si maintenant ce VIX atteint la barre des 25, 30, voire 35, Flow Traders pourrait se faire naturellement beaucoup d'argent. Et donc s'il y a effectivement éventuellement une bulle qui éclate, ce serait tout bénéfice pour un groupe comme Flow Traders. Donc à la limite, Flow Traders a sa place dans un portefeuille pour justement miser sur une augmentation de la volatilité. Donc une valeur défensive en cas de volatilité élevée. Tout à fait. Des marchés. Et la volatilité est de retour, on revient vers les 20 et effectivement il y a, en tout cas à Wall Street, il y a beaucoup de plus en plus d'incertitudes outre cette bulle autour de l'IA ou éventuelle bulle autour de l'IA. On a quand même aussi le shutdown qui est quand même arrivé à un niveau record et sur la durée, je veux dire. Et puis alors on a aussi les fameux tarifs de Trump qui passent devant la Cour suprême américaine. Bref, on a de quoi servir un vrai petit cocktail de volatilité sur le marché. Vous n'avez pas entendu parler d'autres valeurs chez le coiffeur ou à la boulangerie ces derniers jours?
Alors moi, j'ai pas entendu parler de ces valeurs chez le coiffeur ou à la boulangerie, mais cette semaine, il y avait le résultat de Robinhood. Et donc, du coup, pour l'occasion, vu que leur hausse était quand même très forte depuis le début de l'année, j'ai été regarder les plus grandes progressions au sein du S&P 500 en 2025. Et il y a quand même quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est que du coup, parmi les 4 plus grandes progressions, tu as 3 sociétés que Bloomberg qualifiait qui faisaient partie de la boring tech. Donc en fait, c'est des sociétés technologiques qui sont présentes sur les marchés depuis assez longtemps, assez anciennes. Donc c'est Micron, Seagate Technologies et Western Digital. Et donc ces 3 sociétés qui enregistrent parmi les 4 plus grandes progressions au sein du S&P 500. Et alors ça c'est intéressant parce que du coup Micron, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des puces mémoire, et Seagate Technologies et Western Digital, ce qu'ils font, c'est des disques durs. Donc vraiment, c'était loin des activités hyper sexy que parfois certains des autres géants de la big tech peuvent dans ce dans quoi elles sont actives. Mais par contre, voilà, c'est comme des sociétés qui sont extrêmement recherchées en bourse depuis le début de l'année. Alors pour certains, c'est un signe qu'en fait le thème de l'IA s'étend et donc du coup ce serait une bonne chose. Pour d'autres, par contre, c'est un signe précurseur qu'on est dans une bulle. Donc je vous laisse choisir votre camp. Mais par contre, moi ce que j'ai quand même remarqué, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré le fait que la plupart des analystes estiment qu'il n'y a plus non plus une énorme potentiel de hausse, ce qui n'est pas non plus très surprenant vu ce qu'ils ont déjà enregistré depuis le début de l'année, leurs cours ratio-bénéfice prévisionnels sont quand même généralement assez bas, en tout cas plus bas que pour plusieurs autres des grands géants de la big tech américaine. Et donc ça, je pense que c'est quand même assez intéressant, en tout cas interpellant, et ça souligner, quoi. Et toi, Bruno ? Non, moi, si j'avais dit un non, j'aurais dit VGP, et pour dire que finalement, il n'y a pas que la tech ennuyeuse qui peut se réveiller ou qui peut s'avérer intéressante. Peut-être que l'immobilier, que certains jugent parfois ennuyeux, l'est peut-être pas autant, et que voilà, on voit que c'est aussi un secteur qui peut profiter de la thématique très en vogue de l'intelligence artificielle. Alors vous aussi, dites-nous dans le groupe Les Traqueurs de l'écho vos idées d'investissement, mais surtout celles qu'on n'entend ni chez le coiffeur, ni à la boulangerie. C'est la fin de ce talk. Je vous donne rendez-vous ce vendredi déjà dans la playlist du podcast Tracker avec une émission 100% dédiée au rallye boursier. Vous savez, cette compétition que l'écho et l'investisseur organisent chaque année. Si vous participez, vous pouvez investir pendant 3 mois 50 000 € d'argent fictif et en conditions réelles dans plus de 400 produits financiers, des actions logées à la Bourse de Bruxelles, Paris, Amsterdam, une sélection d'actions américaines, beaucoup de fonds et quelques ETF. Est-ce que vous participez, vous, mes chers invités ? Bien entendu. Bien évidemment. Et vous avez déjà vos pseudos, vous êtes déjà inscrits parce que la plateforme, donc c'est rallyeboursier.be, on peut déjà un petit peu la tester actuellement et ça commence le lundi après Finance Avenue, donc le lundi 17 novembre, la course commence pour 3 mois. Ça sera quoi ton pseudo, Charles ? J'ai pas encore décidé, ce sera une surprise. Je te laisserai regarder. Et vous, vos pseudos, vous les avez déjà ? L'année passée, c'était YouRich. Donc, mais... Je sais plus ce que j'avais choisi comme pseudo l'année dernière, mais je pense que ça avait un rapport avec Gordon Gekko. Ah oui, c'était Gordon Lekko. Ouais. Voilà, exactement. En tout cas, dites-nous aussi dans le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho quel est votre pseudo. Nous, on vous donnera les nôtres en toute transparence. C'était donc une émission de Tracker Talk. Merci à Yuri, Charles et Bruno pour votre participation. L'émission était réalisée par Julie Garrigue et Brian Momart. À vendredi prochain.